Comment comprendre facilement les troubles de la personnalité? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et un peu déroutant, les troubles de la personnalité. Pourquoi certaines personnes sont-ils hyper méfiantes? Pourquoi d'autres semblent vivre un drame permanent? Et surtout, pourquoi certains veulent tout contrôler pendant que d'autres sabotent systématiquement leur vie? Vous avez déjà croisé quelqu'un qui vous a fait dire « C'est pas possible, il doit y avoir un bug dans son système d'exploitation mentale ». Cette vidéo est faite pour vous. Accrochez-vous, on décrypte tout ça en mode fun et pédagogique. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous parlerai de 3 troubles qui ne sont plus dans les manuels, mais que vous pouvez encore rencontrer, voire que vous avez déjà rencontrés. Avoir un trouble de la personnalité, ce n'est pas juste être un peu spécial. On parle de traits de caractère très rigides et inadaptés qui causent de la souffrance ou des problèmes dans la vie sociale, familiale ou professionnelle. Exemple, être timide, c'est normal. Mais si votre timidité vous empêche de commander un café ou de décrocher un job, on parle alors de trouble. La limite entre le trait de personnalité et le trouble est parfois floue. C'est pour ça qu'il est utile de faire appel à un professionnel et ne pas faire de diagnostic soi-même si vous soupçonnez qu'une personne délire grave. Un trouble de la personnalité, ça commence très tôt, ado voire jeune adulte, et ça dure toute la vie. Ce n'est pas une maladie passagère, mais une façon d'être, un peu ou beaucoup dysfonctionnelle. Ce n'est pas une crise ou un coup de sang, c'est vraiment ancré dans la personne. Les troubles de la personnalité influencent les relations humaines, la perception de soi et du monde, ainsi que la gestion des émotions. Par exemple, une personne souffrant du trouble paranoïaque pourrait éviter systématiquement ses collègues, convaincus qu'ils complotent contre elle, tandis qu'une personnalité borderline pourrait vivre des montagnes russes émotionnelles avec ses proches, passant de l'abandon à la colère en un instant. C'est pourquoi il est essentiel d'en comprendre les différentes formes et manifestations. Alors le DSM, c'est le gros manuel des psys, classe les troubles de la personnalité en 3 groupes. Le groupe A, qui comprend les excentriques et les bizarres. Le groupe B, qui comprend les dramatiques et les impulsifs. Le groupe C, les anxieux et craintifs. Chaque catégorie rassemble des troubles partageant des caractéristiques communes, bien que leurs manifestations peuvent varier considérablement. Alors on va jeter un coup d'œil plus détaillé à chacun, et je vous donnerai également des exemples de personnes célèbres qui pourraient être atteintes de ce trouble. Attention, il n'a pas été diagnostiqué comme tel, c'est juste pour vous en donner une idée. Alors le paranoïaque, lui, c'est l'hyperméfiance. Il voit des complots partout. Il est persuadé que tout le monde lui en veut, et ce, sans raison. Oui, s'il y a quelqu'un qui le harcèle tout le temps, c'est pas de la paranoïa, c'est qu'il a raison, le gars. Mais par exemple, Jacques est convaincu que son boulanger met des substances étranges dans son pain pour l'empoisonner. Alors, il ne mange plus que du pain fait maison et brûlé. Le paranoïaque voit des attaques contre lui partout. Il ne se confie pas parce qu'il a peur que ça se retourne contre lui. Il voit des signes cachés dans toutes les situations. Il remet en cause la fidélité de son partenaire, etc. Chez les personnes célèbres, on peut citer Staline, qui était connu pour être un grand paranoïaque. Bon, il avait aussi beaucoup d'autres problèmes, mais bon. Richard Nixon, l'ancien président américain impliqué dans l'affaire du Watergate, a souvent montré des signes de méfiance excessive, même envers ses plus proches collaborateurs. Le schizoïde, c'est le froid, le détaché des relations sociales. Un peu le geek, quoi. Il n'a aucune envie de socialiser, il préfère la solitude absolue. Il semble n'éprouver que peu, voire pas d'émotion du tout, qu'elle soit agréable ou désagréable. Par exemple, c'est Marie qui préfère parler à son cactus plutôt qu'à ses collègues. Il vit dans son monde, il ne recherche pas de contact. Ses activités sont solitaires, jeux vidéo, lecture, tricot. Il est indifférent aux éloges autant qu'aux critiques. Il est froid et détaché, rien ne semble lui plaire. Parmi les personnes célèbres, on pourrait citer Isaac Newton, qui était réputé pour sa méfiance envers les autres et par son manque d'intérêt des relations sociales. De même, Stanley Kubrick menait une vie isolée, loin des feux de la rampe et avait une préférence pour la solitude. Ce qui pourrait, et je dis bien pourrait, être considéré comme des traits schizoïdes. Le schizotypique, lui c'est le bizarre, le marginal, l'excentrique, le mystique. Il a des pensées magiques, il a des croyances étranges, il imagine des connexions mystérieuses entre les événements. Par exemple, Paul est persuadé que s'il cligne des yeux de façon impaire avant de traverser la route, il évitera un accident. Il est persuadé de ressentir les champs magnétiques, qu'il a un don de voyance, un 6e sens, et tout y quanti. Il a un langage bizarre, assez alambiqué, il s'habille de manière excentrique, il a des comportements étranges. On pourrait presque le prendre pour un intello, de par son langage un peu spécial. Ajoutez aussi qu'il est souvent très complotiste. Comme exemple, on pourrait citer David Bowie, qui a souvent fait preuve d'excentricité, notamment avec son personnage de Ziggy Stardust. Mais aussi Nikola Tesla, qui était un génial inventeur, mais qui était souvent décrit comme un génie excentrique. Il aimait la solitude et avait un détachement social particulièrement fort, et ceci, combiné à son intérêt pour les sciences mystiques, l'a fait souvent considérer comme une personne ayant des traits de personnalité schizotypiques.
L'antisocial. Alors lui, c'est le gros morceau. C'est le psychopathe des films. Il n'a aucun respect pour les règles, aucune empathie, c'est un manipulateur et il est insensible aux conséquences de ses actes. Par exemple, Kevin vole des portefeuilles et il accuse ensuite la victime d'être irresponsable de ne pas mieux les garder. Ce sont des gens qui ont des comportements délinquants depuis leur plus jeune âge. Les sanctions ne les touchent pas. Ils n'ont aucune empathie pour les victimes, aucune pitié. Respecter les règles sociales n'a pas de sens. Détestent la frustration et ils réagissent souvent violemment. Ils n'ont aucun sentiment de culpabilité. On ne sait pas trop quoi faire d'eux en prison, puisque les sanctions ne les atteignent pas. Ils sont incapables de faire semblant d'être coupables, d'éprouver de l'empathie envers les victimes, ils ne se sentent pas responsables. Alors on peut faire la différence entre le psychopathe simple, qui est au sens habituel celui qu'on va retrouver en prison. Il n'est pas réellement doué et il est souvent arrêté. Le psychopathe complexe, par contre, c'est celui qui a une intelligence supérieure à la moyenne. On va souvent le retrouver dans les grandes criminalités à col blanc. On retrouve les mêmes traits de caractère que le simple, mais ici, la capacité de contrôle est bien plus importante. Ce sont des grands manipulateurs qui peuvent charmer. Ici, je ne vais pas citer d'exemples célèbres, c'est un peu délicat, mais vous en avez de nombreux cas dans l'actualité et dans les films. Le borderline. Le borderline, c'est l'instabilité émotionnelle extrême. Il oscille entre des états émotionnels intenses et souvent destructeurs. Par exemple, Sophie adore son copain lundi, elle le déteste mardi, elle le quitte mercredi, et elle le supplie de revenir le jeudi. Donc, en résumé, instabilité et impulsivité. Parmi les personnes qui pourraient avoir eu des troubles borderline, on peut citer Marilyn Monroe, de par ses relations tumultueuses, problèmes de médicaments, son sentiment d'insécurité et de vide intérieur. Mais aussi Amy Winehouse, qui luttait contre certaines dépendances et avait des relations amoureuses destructives. La princesse Diana, en raison de sa lutte contre des épisodes de dépression, des difficultés relationnelles et ses comportements autodestructeurs. Elle a notamment reconnu avoir eu des troubles alimentaires. Britney Spears, la chanteuse pop, a connu des périodes de grande instabilité émotionnelle et des comportements impulsifs dans les années 2000. Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, a vécu des périodes de grande détresse émotionnelle, des relations difficiles et des comportements impulsifs liés à la drogue et à l'automutilation. L'histrionique. L'histrionique, c'est le mauvais acteur. C'est quelqu'un qui fait son show, qui surjoue. Il a un besoin d'attention constant. Il est toujours en quête de reconnaissance. Il aime attirer les regards. Par exemple, Clara fait une scène digne d'Hollywood quand elle a renversé son café en espérant que tout le monde la réconforte. C'est clairement le candidat de télé-réalité, voire certains avocats ou hommes politiques. Il est toujours en mode séduction, mais c'est exagéré. Il utilise souvent son physique pour attirer l'attention. Un maquillage excessif, des jupes très courtes, etc. Si vous êtes triste, il sera plus triste que vous. Si vous êtes heureux, il va manifester une joie débordante. Alors que si ça se trouve, il vous connaît à peine. Parmi les célébrités qui peuvent présenter des traits histrioniques, on peut citer Madonna, par ses comportements provocateurs sur scène et ses transformations physiques. Kim Kardashian, dans sa quête perpétuelle de visibilité et de reconnaissance publique, en utilisation de réseaux sociaux pour rester au centre de l'attention. Mais également Paris Hilton, qui a construit une grande partie de sa notoriété sur une image de glamour et de drame, cherchant constamment l'attention des médias. Ses comportements souvent exagérés et son souci d'être constamment au centre de l'attention. Le narcissique. Attention, lui il est servi à toutes les sauces actuellement. Il est important de distinguer les traits narcissiques courants du narcissisme pathologique. Tout le monde aime parfois recevoir des compliments, mais une personnalité narcissique pathologique pense qu'elle est naturellement supérieure et attend une admiration constante des autres. Et ce, sans considération pour leurs sentiments à eux. Par exemple, Marc passe 80% de son temps à parler de lui et les 20% restants à attendre qu'on le complimente. Il est égocentrique, il manque d'empathie, il se sent supérieur et il attend des autres une admiration sans borne. Tout ce qu'il fait, c'est génial. Même sortir les poubelles, il fait ça mieux. Il pense aussi être spécial et ne pouvoir être compris que par des gens d'un très haut niveau. Il pense que tout lui est dû. C'est normal, il est spécial et tout le monde doit l'admirer. Les sentiments des autres, il s'en fout. Ce ne sont pas des gens amusants à fréquenter. Quand ils sont chefs d'équipe, ils font souvent souffrir les gens qui travaillent pour eux. Ils peuvent également souffrir s'ils ne sont pas reconnus, mais aussi faire souffrir leurs proches. Alors, on parle aussi souvent de pervers narcissiques. Eh ben ça, c'est pour la fin de la vidéo. Parmi les personnes célèbres qui pourraient posséder des traits narcissiques, on pourrait citer Donald Trump, en raison de son besoin constant de reconnaissance, son obsession pour la loyauté et l'admiration, ainsi que sa tendance à se présenter comme supérieur à ses adversaires. Kanye West, qui a fréquemment exprimé des sentiments de grandeur, il se compare à des figures comme Dieu ou Steve Jobs, et qui a manifesté un besoin constant de reconnaissance et a montré sa sensibilité extrême aux critiques. Steve Jobs lui-même, en raison de son style de leadership exigeant, de son sens de la grandeur et de son besoin de contrôler son image publique. Jobs avait une confiance inébranlable dans sa vision
intuition et son talent, ce qui peut être perçu comme un trait narcissique, bien que cela ait aussi contribué à son succès. Elon Musk a souvent montré un sentiment de supériorité, avoir des visions grandioses du futur et une forte confiance en ses propres capacités à changer le monde. Un grand besoin d'admiration. On pourrait également de nouveau ajouter Madonna, pour son contrôle étroit de son image, son besoin constant d'admiration et son refus de se laisser éclipser par d'autres figures de la pop culture. Et encore, Paris Hilton, en raison de son obsession pour son image publique, son besoin constant d'admiration et son focus sur elle-même et ses succès. Elle se positionne souvent au centre de l'attention, avec un grand sens de sa propre importance. Et en effet, pour les deux dernières, comme on l'a vu plus tôt dans cette vidéo, on peut cumuler plusieurs troubles à la fois. L'évitant, c'est la peur intense du rejet. Ils ont peu de sentiments de leur valeur et minimisent leur performance. Ils préfèrent s'isoler plutôt que de risquer d'être jugés ou critiqués. Par exemple, Maxime annule un rendez-vous avec ses amis parce qu'il a peur qu'on ne l'aime pas. Ils évitent donc la relation sociale par peur du rejet, d'être embarrassés ou critiqués. Et vu qu'ils se voient comme inférieurs, ça n'aide pas. Ils se sentent socialement incompétents, sans attrait et inférieurs aux autres. Parmi les personnes qui pourraient représenter des traits de la personnalité évitante, on peut citer Michael Jackson. Bien qu'il fût une superstar mondiale, Jackson avait un comportement très réservé en privé et une grande sensibilité aux critiques publiques, son isolement croissant au fil des années et sa tendance à éviter les interactions sociales. Johnny Depp, l'acteur, bien avec une grande star d'Hollywood, est souvent décrit comme une personne introvertie et mal à l'aise dans les interactions sociales. Depp a parlé publiquement de son inconfort avec sa célébrité, sa tendance à éviter les projecteurs lorsqu'il n'est pas en tournage. Agatha Christie, la célèbre romancière britannique connue pour tous ses romans policiers, était très réservée et évitait les apparitions publiques. Christie avait une grande crainte des interviews et des critiques. Elle menait une vie relativement privée, préférant écrire en retrait du monde. Le dépendant. Alors lui, c'est le besoin excessif d'être pris en charge, d'être rassuré. Il redoute de prendre des décisions seul, il a toujours besoin d'un guide. Par exemple, Johnny demande à sa mère quel menu elle doit prendre au restaurant, même à 35 ans. C'est bien sûr la proie idéale du narcissique qui pourra l'utiliser autant qu'il veut. Il ne sait pas prendre de décision sans être rassuré. Il a besoin que d'autres assument ses responsabilités, par exemple remplir des documents à sa place, lui dire quoi acheter, comment il doit s'habiller, etc. Dès qu'une relation se termine, il cherche de manière urgente une autre relation qui puisse assurer les soins et le soutien dont il a besoin. Et ça, je parie que vous avez souvent vu des gens qui, hop, à peine célibataires, on fonce vite dans les bras de quelqu'un d'autre pour ne pas se retrouver tout seul. Parmi les personnes célèbres, on pourrait citer Priscilla Presley, mariée à Elvis Presley dès son jeune âge. Priscilla a souvent parlé de sa dépendance vis-à-vis de son mari, et ce, pour la prise des décisions importantes, et sa difficulté à s'affirmer dans cette relation. Elle se serait sentie incapable de prendre des initiatives sans l'approbation d'Elvis. Edith Piaf, la chanteuse française légendaire, avait une dépendance émotionnelle importante. Piaf avait besoin d'être constamment aimée et entourée, et se tournait souvent vers des relations passionnées et parfois destructrices pour combler son besoin d'attention et de soutien. Whitney Houston, la chanteuse américaine, connue pour ses luttes personnelles, a montré des signes de dépendance émotionnelle, en particulier dans sa relation avec Bobby Brown. Houston avait du mal à s'éloigner de cette relation, malgré les aspects toxiques, ce qui peut être interprété comme un signe de dépendance affective. L'obsessionnel compulsif. Alors ce trouble-là, c'est un des plus courants. Ce sont des gens qui ont besoin d'un contrôle total. Ils organisent tout au détail près, souvent au point d'oublier l'essentiel. Par exemple, Pierre va passer 3 heures à organiser ses stylos par couleur sur son bureau, mais il va oublier de faire le rapport. En effet, il va tellement tout planifier pendant tellement de temps que finalement, il ne fera pas le travail. Ce sont de grands perfectionnistes. Tout doit être structuré. Parfait. Leur but est d'obtenir la perfection. À la différence du narcissique, puisque pour lui, tout est déjà parfait. Il va faire des plans, des prévisions de ce qu'il va faire, il va ranger son bureau pendant des heures. Tout doit être dans l'ordre. C'est une personne souvent considérée comme froide, et ils vont souvent exiger qu'on travaille comme eux, que l'on range notre bureau de la même façon, etc. Et ils peuvent devenir irritables quand ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas tout gérer comme ils ont envie. Ils sont également souvent considérés comme radins, parce qu'ils ne jettent rien, on sait jamais, ça peut servir. Attention, il y a une différence entre ce trouble de la personnalité et les personnes qui souffrent simplement de TOC. Ceux qui souffrent de TOC, ils ont un manque de contrôle sur leur compulsion. Ça les embête de vérifier 5 fois si la porte est bien fermée. Ceux qui souffrent du trouble de la personnalité, eux, c'est normal. Ils sont à l'aise avec. Ils pensent que ce sont des attitudes tout à fait normales pour atteindre leurs objectifs. Attention aussi, la gravité de ce trouble peut varier d'une société à l'autre. En effet, dans nos sociétés occidentales, le fait d'être carré, à l'heure, structuré, ce sont des traits qui sont souvent valorisés, alors que dans les pays du Sud, arriver en retard, c'est pas très grave.
Au niveau des personnes célèbres qui pourraient être atteintes de ce trouble, on peut encore citer Steve Jobs. Oui, encore lui, on a vu qu'on peut cumuler, car il était connu pour son perfectionnisme extrême et sur son contrôle de chaque détail de ses produits. Jobs avait une vision très précise de ce qu'il voulait et imposait cette rigueur à toute son équipe, cherchant toujours à s'améliorer et à peaufiner les produits jusqu'à la perfection. Stanley Kubrick de nouveau aussi. Le réalisateur était célèbre pour son perfectionnisme obsessionnel, à tel point qu'il était capable de tourner des dizaines, voire des centaines de reprises pour une scène afin d'atteindre le résultat exact qu'il avait en tête. Kubrick était également rigide dans son style de travail et très soucieux du contrôle créatif sur ses films. Thomas Edison, l'inventeur de la lampe électrique, était connu aussi pour son éthique de travail acharnée et son perfectionnisme. Edison travaillait souvent de longues heures pour affiner ses inventions et montrait une rigidité dans sa méthode de travail, refusant de déléguer certaines tâches. Et voilà, tous ces troubles sont ceux qui sont effectivement présents dans le DSM, ceux qui sont reconnus donc par l'Association des psychiatres américains comme étant des pathologies donc estimées exactes. Mais comme promis, on va voir maintenant 3 troubles supplémentaires qui ne figurent plus dans le DSM pour diverses raisons. Mais je trouve qu'il est intéressant d'en parler parce que je pense que vous pouvez en rencontrer, voire que vous en avez déjà rencontré. Il y a ce qu'on appelle le passif agressif. Les gens qui souffrent de ce trouble ont tendance à exprimer leur colère, leur frustration de manière indirecte, souvent à travers des comportements d'opposition, de procrastination, voire même de sabotage. Et ce, plutôt que de confronter leurs problèmes de manière directe. Quand on leur demande quelque chose, ils font rien. Ils remettent sans cesse au lendemain. Il a toujours l'impression que c'est beaucoup trop ce qu'on lui demande, qu'il n'aura jamais le temps, et d'ailleurs, il prend énormément de temps à vous expliquer qu'il n'a pas le temps. Ce sont évidemment des personnes épouvantables quand on a travaillé avec. Ils vont procrastiner, bouder, jouer au donneur de leçons, se plaindre, bref, ils répondent donc au problème par l'inaction, voire le sabotage. Parmi les personnes célèbres qui pourraient avoir été atteintes de ce trouble, on peut citer Bob Dylan. Le musicien et chanteur légendaire a parfois adopté des attitudes passives-agressives dans ses interactions avec les médias et ses fans. Dylan est connu pour ses réponses évasives ou sarcastiques lors des interviews. Et il a souvent montré de la frustration de manière indirecte. Marilyn Monroe, encore. L'actrice a montré des traits passifs-agressifs dans sa relation avec le système hollywoodien, souvent décrite comme coopérative en apparence, mais lente ou réticente à suivre les directives. Monroe a parfois exprimé sa frustration à travers des comportements de procrastination ou d'évitement. George Orwell, l'auteur de 1984 et de La ferme des animaux, a décrit des critiques acerbes des systèmes totalitaires, souvent de manière indirecte et très allégorique. Ces œuvres peuvent être considérées contre une forme de résistance passive contre les systèmes de pouvoir, avec une critique implicite plutôt qu'une confrontation directe. Le trouble de la conduite d'échec. Alors ça, c'est le loser. C'est des gens dont on a l'impression, quand ils doivent prendre une décision entre deux choix, ils vont toujours choisir le mauvais. Ils vont constamment se mettre en échec. Par exemple, c'est choisir une compagne qui ne nous convient pas, fréquenter des amis qui ne nous conviennent pas, etc. Je suis sûr que ça doit vous dire quelque chose, et c'est pour ça que j'en parle. C'est une personne qui évite ou qui tente de saboter les expériences agréables. Elle se laisse entraîner dans des situations ou dans des relations dont elle pâtira, et elle empêche autrui de l'aider. C'est la personne qui fait toujours le mauvais choix, qui ne fait rien pour ses objectifs, qui n'apprécie pas les gens qui lui veulent du bien et qui se tourne systématiquement vers les bad boys. Alors ce trait se chevauche avec d'autres troubles comme le borderline, la personnalité dépressive, etc. Et c'est sans doute pour ça qu'il n'apparaît plus dans le DSM. Parmi les personnes célèbres, on pourrait citer Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, qui bien qu'ayant atteint un succès mondial, a montré des tendances autodestructives avec sa consommation de drogue et ses comportements dépressifs, son incapacité à gérer la pression de son succès, qui a contribué à son isolement, à ses luttes internes et finalement à sa mort prématurée. Ernest Hemingway, l'auteur légendaire, avait également montré des comportements très autodestructeurs, et ce en partie alimentés par sa consommation excessive d'alcool et ses tendances dépressives. Malgré un succès littéraire immense, Hemingway semblait parfois saboter ses relations personnelles et ses opportunités. Amy Winehouse, de nouveau, la chanteuse, bien que très talentueuse et au sommet de sa carrière, a constamment lutté contre des dépendances et s'est souvent engagée dans des comportements autodestructeurs. Elle semblait parfois incapable de maintenir un équilibre dans sa vie. Le sadisme. Alors lui, il serait retiré du DSM, principalement en raison de sa difficulté à être clairement défini et différencié d'autres troubles. Mais vous pouvez en rencontrer. Alors il ne faut pas le confondre avec le sadisme sexuel. Ici, c'est quelqu'un qui va éprouver du plaisir à humilier, à faire souffrir quelqu'un d'autre. Ici, on n'est absolument pas dans quelque chose de sexuel. Ce sont des gens qui sont agressifs, cruels, dégradants et humiliants envers les autres. C'est quelqu'un qui a recours à la violence, à la cruauté, pour dominer quelqu'un. Et ce, sans aucun autre but. Non, il ne va pas attaquer quelqu'un pour le dévalider, c'est juste pour le plaisir. Il prend plaisir à voir souffrir les autres. Il ment pour blesser les autres,
il contraint les autres à faire ce qu'il veut, il restreint l'autonomie de ses proches, et tout genre de méthodes. C'est le gars qui ne laissera pas son conjoint s'absenter, ou qui va empêcher sa fille de sortir, et ce sans aucune raison. C'est juste pour le plaisir de contrôler. Il est aussi très souvent fasciné par la violence, les armes martiaux, etc. Alors vous imaginez la combo gagnante entre le sadique et la personnalité antisociale. Dans l'histoire, on pourrait citer Joseph Staline, le dictateur soviétique, est souvent cité comme un exemple de personnalité sadique. Sa gouvernance a été marquée par des purges sanglantes, des exécutions de masse et une méfiance paranoïaque. Ce, combiné à la jouissance apparente de la soumission et de la souffrance infligée à ses rivaux et à ceux qu'il percevait comme des menaces. Saddam Hussein, le dictateur irakien, a également montré des comportements qui peuvent être interprétés comme sadiques. Hussein a souvent torturé ses ennemis, exécuté ses opposants politiques et gouverné avec une brutalité extrême. Il semblait prendre plaisir à utiliser la terreur et la violence pour maintenir son pouvoir. Le marquis de Sade, le nom même du sadisme, vient de cet écrivain français célèbre. Il est connu pour ses écrits qui décrivent des actes de cruauté et de domination sexuelle, bien que son comportement personnel soit moins documenté que ses œuvres. Mais son obsession pour la douleur et le contrôle des autres à travers la violence et l'humiliation est indissociable de son nom. Et bien sûr, je citerai Adolf Hitler, mais je pense que j'ai pas besoin de m'expliquer. Tout le monde doit voir pourquoi. Si vous vous reconnaissez un peu dans certains traits, pas de panique. Avoir quelques traits d'un trouble, c'est normal. Ce qui compte, c'est si ça vous empêche de vivre normalement. Si c'est un trait de personnalité, eh bien, vous faites avec ou pas. Si le comportement d'une telle personne ne vous plaît pas, vous la dégagez, simplement. Si par contre, le comportement entraîne une souffrance et un dysfonctionnement dans la vie de tous les jours, là, il faut sûrement consulter un psychiatre qui sera la personne la plus à même de solutionner le problème. Ne faites surtout pas de diagnostic vous-même. Mais sinon, est-ce que vous avez déjà croisé quelqu'un dont la personnalité vous inquiète ou vous a laissé perplexe? Ou peut-être vous reconnaissez-vous dans certains traits. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et on pourra en discuter tous ensemble. Maintenant, vous me direz, tu n'as pas parlé du pervers narcissique, alors qu'on en parle tout le temps. Eh ben oui, on en parle tout le temps. Et souvent, à tort et à travers, sans vraiment le connaître. Alors vous pouvez aller voir cette vidéo que je consacre entièrement au pervers narcissique. J'explique ce qu'il est pour la science et comment on se trompe souvent sur la définition et l'ampleur du phénomène. Là, je vous explique son origine, la définition et les confusions qui règnent souvent sur la population sur son interprétation. Et vous risquez de remarquer que pas mal de choses qu'on vous raconte sur le pervers narcissique est totalement faux.